Ma femme a couché avec mon patron, puis l'a aidé à utiliser mes identifiants pour me faire porter le chapeau lors d'un accident du travail. J'ai joué l'idiot pendant un mois, avant de déposer une plainte qui a réduit leur carrière en cendres. Bon, Reddit. Ma femme a utilisé mes propres identifiants de connexion pour saboter les systèmes de sécurité que j'avais passé 14 ans à entretenir, puis elle a essayé de me mettre ça sur le dos pour que notre patron puisse garder ses chiffres au vert. Elle a oublié un détail, je suis le type qui lit les logs. Voici l'histoire. J'ai passé 14 ans à faire disparaître des choses au signal. Je suis Dexter, 38 ans, homme, et je dirige l'automatisation et le contrôle du spectacle au Méridien, l'un des plus grands méga-complexes hôteliers du Las Vegas Strip. Mardi dernier, j'ai repéré un encodeur de plaques tournantes qui déviait de 0,2 degrés lors des vérifications pré-spectacle, je l'ai recalibré en 9 minutes, et j'ai verrouillé la scène avant l'ouverture des portes. Personne dans le public n'a su qu'il s'était passé quelque chose. Personne en coulisses n'en a parlé non plus. C'est ça, le boulot. Ma femme, Stéphanie, travaillait aussi au Méridien, du côté de la régie de scène. Elle avait commencé comme assistante de production il y a 6 ans, et elle a gravi les échelons rapidement. Elle est devenue régisseuse générale pour le spectacle Résident en moins de 4 ans. Nous nous sommes rencontrés pendant la semaine technique pour la relance d'un spectacle. J'étais en train de déboguer un mouvement de cintre qui déviait constamment de 8 cm par rapport à sa marque. C'est elle qui l'avait remarqué depuis le plateau, avant même que je ne le voie sur mes écrans. Elle est montée à la cabine après le filage, s'est présentée et a dit, si mon système avait l'intention d'essayer de tuer ces artistes, le moins que je puisse faire, c'était de lui payer à dîner. J'ai aimé ça. Direct, pas de jeu. Nous étions mariés 14 mois plus tard. Pendant un moment, c'était bien. On comprenait les horaires de l'un et de l'autre. On rentrait ensemble après les spectacles, on décompressait autour d'un plat à emporter, et on parlait des problèmes qu'on avait résolus ce soir-là. Elle comprenait mon monde, parce qu'elle vivait dedans. Le spectacle Réside du Méridien employait environ 200 personnes, toutes rattachées à une hiérarchie de production qui répondait au vice-président du divertissement du complexe. Au sommet de notre chaîne alimentaire particulière se trouvait Jensen Ortega, le producteur exécutif. La quarantaine, cheveux argentés, vêtements sur mesure de la tête aux pieds. Le genre de type qui prononce le mot « synergie » sans sourciller. Il était arrivé d'un établissement concurrent il y a 3 ans, avec la réputation d'être à parts égales brillant et impitoyable. La plupart des gens le vénéraient ou l'évitaient. La plupart faisaient les deux. Je m'étais toujours bien entendu avec Jensen, sans plus. Respect professionnel, peu de bavardage. Il n'avait jamais remis en question ma programmation ni contesté une décision de sécurité, ce qui signifiait soit qu'il faisait confiance à mon travail, soit qu'il ne le comprenait pas assez bien pour argumenter. Quoi qu'il en soit, il me laissait tranquille. Stéphanie avait attiré son attention très tôt. Il a commencé à l'intégrer dans des réunions de planification qui dépassaient son niveau de salaire, à louer son travail publiquement lors des appels de production, et à la recommander pour la promotion de régisseur alors qu'il y avait 2 autres candidats avec plus d'ancienneté. Je l'ai remarqué. J'ai juste classé ça sous « patron ambitieux reconnaît employée ambitieuse » et je suis passé à autre chose. Ce fut ma première erreur. La distance entre Stéphanie et moi ne s'est pas installée lentement, comme le décrivent certains couples. Elle est arrivée avec une nouvelle saison de production. Jensen a donné le feu vert pour une refonte massive du spectacle. Nouveaux numéros, nouveaux éléments scéniques, nouvelles séquences d'automatisation nécessitant des mois de reprogrammation. Les heures de tout le monde ont augmenté. Nous sommes passés de rentrer ensemble à nous croiser à peine. Elle rentrait après moi, ou avant moi, ou pas du tout. Je me suis écroulé dans le foyer, m'envoyait elle par texto. Convoque-toi demain. Plus simple de rester ici. Je n'ai pas posé de questions, parce que je savais comment fonctionnent les cycles de production. Le crunch est réel. Vous vivez au théâtre pendant des semaines, et puis les choses se calment. C'est le contrat. Mais la période de crunch s'est terminée en octobre, et les horaires de Stéphanie n'ont pas changé. Les réunions tardives ont continué. Les nuitées sur place se sont poursuivies, et quelque chose dans sa façon de parler du travail a changé. Elle avait l'habitude de se plaindre de la personnalité exigeante de Jensen. Maintenant, elle le défendait. Il est sous une telle pression. Les gens ne comprennent pas sa vision.
Il est en fait très attentionné une fois qu'on dépasse l'apparence. Celle-là était ma préférée. On parlait de l'homme qui avait un jour fait pleurer une stagiaire costumière pour un bouton de manchette mal placé. Attentionné. J'ai laissé couler. J'ai fait mes vérifications pré-spectacle. J'ai gardé mes listes de commandes propres. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas soulevé le sujet. D'autres choses ont changé aussi. Stéphanie a commencé à aller à la salle de sport avant l'aube des réveils à 4h30 pour quelqu'un qui avait toujours été une adepte du bouton « snooze ». De nouveaux vêtements, un cran au-dessus de ceux que les régisseurs portent généralement en coulisses. Plus de temps consacré à son apparence avant de se rendre dans un bâtiment où tout le monde portait du noir de toute façon. Des sacs de shopping de magasins où nous n'étions jamais allés ensemble. Toujours une raison, j'avais besoin de nouvelles affaires pour le gala, ou, les costumes ont fait une remarque sur le code vestimentaire. Nous avons arrêté de dîner ensemble la plupart des soirs. Notre cuisine, qui était autrefois l'endroit où nous décompressions après les spectacles, est devenue une pièce que je traversais pour aller au garage. Je mangeais debout au comptoir, et je bricolais avec de l'équipement jusqu'à ce que je sois assez fatigué pour dormir. Certains soirs, je l'entendais rentrer après minuit, chaussures à la main pour ne pas me réveiller. Je faisais semblant de dormir à chaque fois. Puis, une porteuse a failli tuer quelqu'un, et tout ce que je croyais savoir sur ma vie s'est effondré en environ 72 heures. C'est arrivé un mardi soir, pendant le deuxième spectacle. La porteuse numéro 7, un tube en acier de 12 mètres portant un écran LED de 136 kg, a dépassé de près de 2 mètres son point bas lors d'une transition de scène. Ce n'est pas une dérive. C'est un dépassement catastrophique. La barre s'est arrêtée à 20 cm au-dessus de la tête d'un artiste. 20 cm entre un mardi de routine et une blessure mettant fin à une carrière ou pire. L'arrêt d'urgence s'est déclenché automatiquement. Les lumières de la salle se sont rallumées. Le spectacle a été interrompu pendant 11 minutes, le temps que nous effectuions les vérifications de sécurité. J'étais dans la cabine en quelques secondes, extrayant les logs, vérifiant les données des capteurs, essayant de comprendre comment un système que j'avais calibré 2 semaines plus tôt pouvait dépasser sa cible de 2 mètres. Les logs n'avaient aucun sens. Le fichier de commande indiquait la bonne position cible, mais le profil de mouvement avait été modifié. Quelqu'un avait changé la courbe d'accélération, et supprimé un paramètre de limite logiciel que j'avais programmé spécifiquement pour empêcher les dépassements. L'horodatage de la modification remontait à 3 jours plus tôt, pendant une fenêtre de maintenance, et la modification était enregistrée sous mes identifiants. Sauf que je n'avais pas fait cette modification. Je le savais comme on connaît sa propre écriture. Ce changement n'était pas le mien. Je ne supprimerai jamais une limite logicielle d'un mouvement de cintre. C'est la base de la sécurité en automatisation. J'ai signalé l'écart au directeur technique immédiatement, et j'ai commencé ma propre enquête avant même que l'encre du rapport d'incident ne soit sèche. J'ai extrait la piste d'audit complète, vérifié le journal d'accès à la cabine pour cette fenêtre de maintenance. Le système montrait une entrée à 14h14 et une sortie à 14h47. Une session de 33 minutes attribuée à mon compte de poste de travail, puisque le système était connecté sous mes identifiants. Mais j'avais un reçu d'un fournisseur à l'autre bout de la ville, horodaté à 14h22, pour l'achat de contacteurs de remplacement pour une armoire à gradateur. J'étais physiquement hors du site quand quelqu'un s'est assis à ma console et a modifié cette séquence. Quelqu'un avait accédé à la cabine avec ma connexion, et le système de badge avait une faille que tout le monde connaissait mais que personne n'avait jamais corrigée. Les badges de niveau superviseur pouvaient autoriser l'accès à la cabine pour n'importe qui du département. Cela avait été mis en place il y a des années, pour que la régie puisse accéder aux espaces techniques lors d'urgence sans avoir à traquer un ingénieur. Politique pratique. La régie avait un accès superviseur. Stéphanie avait un accès superviseur. Quant aux identifiants eux-mêmes, ce n'était pas difficile à deviner. Le poste de travail d'automatisation restait connecté à ma session entre les quarts. Pratique standard, car le redémarrage coûtait 20 minutes de recalibrage. Ce n'était pas censé rester ainsi en permanence, mais les semaines de production transforment le temporaire en éternel. Quiconque pouvait passer son badge pour ouvrir la porte de la cabine pouvait s'asseoir et faire des modifications sous mon nom. Stéphanie le savait. Elle m'avait regardé travailler depuis ce fauteuil des centaines de fois, et je lui avais dit une fois au dîner que je ne me déconnectais jamais pendant les semaines de production. Je lui avais donné la clé de ma propre carrière sans m'en rendre compte.
J'ai sorti l'historique d'accès à la cabine pour la semaine. 3 sessions attribuées à mon compte pendant des moments où je pouvais prouver que j'étais ailleurs. L'une était pendant une matinée où j'étais sur la scène principale en train de tirer des câbles. Une autre était à 6 heures du matin, un jour où je n'étais arrivé qu'à 8 heures. La troisième était la fenêtre de maintenance où le mouvement de cintre a été modifié. Ensuite, j'ai vérifié qui d'autre avait badgé dans le couloir de production pendant ces fenêtres. Le badge de Stéphanie apparaissait à quelques minutes de chaque entrée non autorisée dans la cabine, et les heures de sortie de badge du bureau de Jensen s'alignaient avec les mêmes fenêtres, suggérant qu'il était aussi dans la zone de production. Je me suis assis dans la cabine après le deuxième spectacle, fixant ses logs. L'image était claire, mais elle n'expliquait toujours pas le pourquoi. Une modification d'automatisation dangereuse qui remonte jusqu'à moi endommagerait ma carrière, certes, mais c'est une façon étrange de blesser quelqu'un à moins que nuire à ma carrière ne soit le but. J'ai appelé Sal avant de quitter le bâtiment. Sal était le chef des gréeurs. 22 ans dans le métier, membre de l'IATS jusqu'au bout des ongles, bâti comme une borne à incendie et à peu près aussi facile à déplacer. Il était sur la passerelle de charge quand la barre a dépassé sa limite, et c'est lui qui avait tiré l'artiste hors de danger. Nous travaillions sur le même spectacle depuis mes débuts au Méridien. Quand je fixais une marque de hauteur, son équipe y accrochait des charges sans revérifier. Quand ses gréeurs m'appelaient pour un câble qui semblait louche, j'arrêtais le système avant de poser des questions. Il a décroché à la deuxième sonnerie, m'a dit qu'il attendait mon appel. Il a dit qu'il y avait des choses que je devais savoir sur ce qui se passait sur son plateau, et que je devrais venir tôt demain et apporter du café. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé pendant que Stéphanie respirait régulièrement à côté de moi, son téléphone glissé sous son oreiller comme toujours. À 3 heures du matin, je me suis levé, je suis allé au garage, et j'ai organisé mes tiroirs à outils pendant 1 heure. J'ai trié chaque connecteur par calibre, aligné chaque embout de tournevis par taille. Un travail inutile qui gardait mes mains occupées, pendant que ma tête traitait ce que je savais déjà, mais que je n'étais pas prêt à dire à voix haute. Sal et moi nous sommes retrouvés dans le loft de gréement à 6 heures le lendemain matin, 2 heures avant que quiconque ne soit dans le bâtiment. Il s'est assis sur une caisse de transport, a pris le café que je lui tendais, et n'a pas perdu de temps. Ta femme et Jensen sont ensemble depuis au moins juin, a-t-il dit. Mes gars voient tout depuis la passerelle. Ils ne peuvent juste rien dire parce que Jensen signe leur contrat. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste laissé continuer. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai dit de venir tôt. Il a posé son café. Ils ont changé des charges sur mon plateau, Dexter. Des approbations avec la signature de Stéphanie qui ne sont jamais passées par toi. Des configurations d'accroche qui ne correspondent pas à tes spécifications. Et quand la barre a failli tomber sur la tête de Kenji mardi soir, chaque bout de papier dans le système dit que tu as approuvé la modification qui a causé ça. Je ne l'ai pas fait. Je sais que tu ne l'as pas fait. C'est bien ça le problème. Jensen et Stéphanie étaient impliqués depuis au moins 4 mois. L'équipe savait. Les techniciens de scène ne sont pas aveugles. Ils voient qui reste tard dans quel bureau, qui disparaît pendant les pauses en même temps. Les gars de salle avaient gardé le silence parce que Jensen contrôlait les contrats, et personne ne voulait être mis sur liste noire pour avoir parlé de la vie privée du producteur exécutif. Mais ce n'était pas l'aspect personnel qui inquiétait Sal. Au cours des 3 derniers mois, Jensen avait restructuré la chaîne d'approbation pour que les changements critiques du spectacle passent d'abord par la régie. Stéphanie signait avant même que l'ingénierie ne les voie. Sur le papier, une amélioration de l'efficacité du flux de travail. En pratique, des changements étaient apportés à mes systèmes à mon insu. Sal avait les preuves, des photos du carnet de bord de la passerelle montrant 3 configurations d'accroche en 2 mois qui ne correspondaient pas à mes spécifications. Charges ajustées. Hauteur de réglage modifiée. Point d'accroche déplacé. Tous approuvés par Stéphanie. Tous contresignés par Jensen. Aucun n'était passé par mon bureau. J'ai demandé à Sal pourquoi il ne l'avait pas signalé. Il m'a lancé un regard. Il l'avait signalé par écrit à son délégué syndical il y a 3 semaines. Le délégué l'avait fait remonter au bureau de production. Le bureau de production de Jensen. Résultat choquant, ça n'a mené nulle part. Déposer une plainte contre le patron auprès du bureau du patron, c'est comme demander au renard d'auditer le poulailler, et être surpris quand il se pointe avec une serviette autour du cou.
J'ai passé la semaine suivante à construire mon dossier. J'ai extrait tous les documents auxquels je pouvais accéder. Chaîne d'approbation, journaux de badge, historique de modification de séquences, fiches d'email où Stéphanie ou Jensen avaient autorisé des changements sans ma signature. J'ai recoupé les entrées non autorisées dans la cabine avec le calendrier de Jensen et les journaux de régie de Stéphanie. Le schéma était imparable. Chaque fois qu'un changement était fait sous mes identifiants, ils étaient tous les deux dans le bâtiment, et j'étais de façon prouvable ailleurs. J'ai aussi commencé à regarder la situation dans son ensemble. Le cycle de renouvellement de contrat de Jensen était déjà en cours. Son spectacle devait atteindre ses objectifs de performance, ses chiffres d'audience, son bilan de sécurité et son efficacité opérationnelle pour justifier son budget pour les 3 prochaines années. Un dossier de sécurité vierge était essentiel. Il n'avait pas seulement une liaison. Il construisait un bouc émissaire. Et ils avaient choisi l'ingénieur le plus ennuyeux, prévisible et tête baissée du bâtiment, parce qu'ils supposaient que je ne lèverais jamais les yeux de mes écrans assez longtemps pour remarquer quoi que ce soit. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je suis resté assis dans le garage pendant 3 heures. Juste assis là, à dérouler la chronologie. 4 mois de liaison, 3 mois de restructuration de la chaîne d'approbation, de multiples modifications système non autorisées sous mon nom. Si l'État avait enquêté sur cet incident évité de justesse avant que je ne repère l'écart, le premier nom sur la chaîne de responsabilité aurait été le mien. 14 ans de présence, de système propre, et de retour à la maison sans que personne ne soit blessé, tout cela sacrifié pour que Jensen puisse garder ses métriques propres, et que Stéphanie puisse profiter de son ascension vers un titre plus important. Ce qui m'a frappé le plus fort, ce n'était pas la liaison elle-même. Stéphanie m'avait regardé rentrer chaque soir, manger au comptoir, aller travailler dans le garage. Elle m'avait regardé être l'ingénieur fiable, stable et ennuyeux qu'elle avait épousé, et elle avait décidé que la personne la plus sûre à sacrifier était celle qui lui faisait le plus confiance. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la machinerie de conformité du Méridien. Quelle politique avait été enfreinte, quel régulateur s'en soucierait, et quel processus interne déclencherait des conséquences qu'un producteur bien connecté ne pourrait pas enterrer discrètement. Rachel Okafor était analyste en risque et conformité au sein de la division d'audit interne du complexe. Nous nous étions croisés lors d'une révision de certification de sécurité l'année précédente. Elle avait audité les protocoles d'automatisation du spectacle, et je lui avais expliqué chaque système. Elle était minutieuse. Jensen avait essayé de la presser tout au long du processus, elle l'avait ignoré. Je l'ai cherché dans l'annuaire du complexe, et j'ai demandé une réunion concernant des préoccupations sur la documentation de sécurité de l'automatisation. Elle m'a programmé pour le lendemain matin. J'ai tout apporté. Journaux de badge, horodatage des modifications, la chaîne d'approbation restructurée, les photos du carnet de salle, les chevauchements d'horaires. J'ai étalé tout ça sur son bureau comme un schéma de circuit. Chaque connexion étiquetée. Rachel a tout examiné méthodiquement. Aucune expression sur son visage. Après environ 1 heure, elle s'est adossée à sa chaise. Ce n'est pas une affaire de RH, a-t-elle dit. C'est réglementaire. À quel point? Modification non autorisée de systèmes critiques pour la sécurité en utilisant des identifiants falsifiés, combinée à une chaîne d'approbation restructurée créant une faille de conformité non surveillée. Elle a tapoté la pile de journaux de badge. Si l'État trouve ça avant que nous ne le signalions, le complexe perd sa certification d'exploitation. Ce n'est pas une amende. C'est la fermeture du théâtre. Donc, ils vont prendre ça au sérieux. Ils n'auront pas le choix. Elle m'a demandé si je voulais déposer une plainte interne formelle. Je lui ai dit pas encore. Je voulais d'abord comprendre le calendrier. Elle a affiché le calendrier d'inspection et d'audit du complexe. Prochaine inspection de sécurité de l'État, dans 8 semaines. Examen de renouvellement de contrat de Jensen, 10 semaines. Rachel m'a dit qu'une plainte formelle déclencherait un examen obligatoire. Si cet examen révélait des violations réglementaires, le complexe devait les signaler avant la prochaine inspection. Déposées au bon moment, et les conclusions atterriraient sur le bureau du comité de renouvellement de contrat exactement au pire moment pour Jensen. Je lui ai demandé quelle était la bonne fenêtre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me conseiller sur le timing. Puis elle a tourné son écran vers moi. Le calendrier d'inspection et d'audit du complexe était toujours affiché. Elle a dit, c'est une ressource partagée.
N'importe qui dans le bâtiment peut y accéder. Elle m'a laissé le regarder pendant environ 10 secondes avant de le retourner. 4 semaines avant que le dépôt ne frappe exactement au bon moment. J'ai fait le calcul moi-même. Je l'ai remercié et je suis parti. J'ai commencé à compter les jours. Pendant ces 4 semaines, j'ai verrouillé mes finances personnelles, déplacé mes économies vers un compte individuel, consulté un avocat spécialisé en droit de la famille, trouvé un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, et commencé à déplacer des cartons vers un garde-meubles. Pendant que Stéphanie était au travail, je continuais de documenter chaque accès non autorisé, chaque approbation contournée, chaque chevauchement d'horaire. Des fichiers à 3 endroits, mon ordinateur portable, une clé USB cryptée au garde-meuble, et une copie chez mon avocat. 2 semaines après le début de la période d'attente, Stéphanie est montée à la cabine pendant une fenêtre de maintenance. Décontractée, détendue, presse-papier sous le bras. Elle a dit que Jensen avait besoin que la séquence de vol de l'acte 2 soit recalée pour gagner 4 secondes sur une transition, et que le changement devait être effectif avant le spectacle de vendredi. Elle a glissé le presse-papier sur la console, une demande de modification pré-remplie avec ma ligne de signature déjà surlignée. Le formulaire semblait propre, professionnel, sauf que le recalage qu'elle demandait nécessitait de désactiver le tampon de décélération sur 2 porteuses, ce qui est exactement le genre de raccourci qui avait causé l'incident évité de justesse la première fois. Elle a présenté la chose parfaitement, elle a parlé du groupe VIP de vendredi, de la pression sur Jensen, de la façon dont le décalage donnait l'air négligé au spectacle. Elle a proposé de gérer la paperasse si j'approuvais juste les paramètres. Épouse serviable, collègue solidaire, le tout complet. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de ma vraie signature sur une modification qui compromettrait les marges de sécurité. Et cette fois, la trace écrite serait légitime. Je lui ai dit que je devais faire les calculs et que j'aurais une réponse d'ici la fin de la journée. Elle a souri, a dit qu'il n'y avait pas d'urgence, et a laissé le presse-papier. J'ai photographié le formulaire, documenté l'interaction, et renvoyé le presse-papier non signé le lendemain matin avec un mémo citant les paramètres de décélération spécifiques qui rendaient le changement non conforme. J'ai mis le directeur technique en copie. Le sourire de Stéphanie s'est figé pendant environ une demi-seconde quand elle a lu la ligne CC. Puis elle m'a remercié d'être minutieux et est partie. Sal a gardé son équipe silencieuse mais alerte. Il a documenté 2 autres divergences de gréement pendant cette période. Des modifications approuvées par Stéphanie qui ne correspondaient pas aux spécifications d'ingénierie. Il les a notées dans le registre syndical et m'en a donné des copies. Le dossier s'épaississait. Le plus dur n'était pas l'enquête ou la documentation. C'était de jouer la comédie. 4 semaines à m'asseoir dans les réunions de production, en face des 2 personnes qui essayaient de ruiner ma carrière, et à me comporter exactement comme je l'avais toujours fait. Stéphanie me jetait parfois un coup d'œil pendant les présentations de Jensen. Des regards évaluateurs rapides, comme si elle vérifiait si je soupçonnais quelque chose. Je ne lui donnais rien. Même expression neutre. Même question technique. Le même Dexter. La dernière semaine avant ma date de dépôt, j'ai fait un mouvement délibéré. Lors d'une réunion de production de routine salle pleine, chef de département, le directeur technique, 2 représentants syndicaux, Jensen a évoqué un changement de transition scénique qui nécessitait une modification du timing des cintres. Stéphanie avait déjà préparé la paperasse. Elle a commencé à expliquer à la salle l'impact sur le planning, sa voix douce et confiante avec cette même énergie qui la rendait bonne dans son travail. J'ai attendu qu'elle finisse. Puis j'ai posé une seule question, si la modification avait été transmise à l'ingénierie pour un examen de sécurité, conformément au protocole d'approbation standard du complexe. La salle est devenue silencieuse, le genre de pause qui arrive quand quelqu'un pose une question à laquelle tout le monde essayait de ne pas penser. Stéphanie a dit que cela avait été traité via le flux de travail rationalisé que Jensen avait mis en place. J'ai demandé si cela signifiait que la validation de l'ingénierie avait été obtenue. Elle a dit que le nouveau processus ne nécessitait pas de validation séparée de l'ingénierie. J'ai dit que c'était intéressant, parce que l'accord d'exploitation du complexe avec l'État du Nevada, lui, l'exigeait. Puis j'ai sorti une simple feuille de papier que j'avais dans mon dossier depuis le début de la réunion. Une copie imprimée du manuel de conformité réglementaire du complexe, section 11.4.4, avec le paragraphe pertinent surligné. Je l'ai glissé sur la table vers le directeur technique,
et j'ai dit que j'invoquais formellement l'arrêt des travaux sur la modification proposée jusqu'à ce qu'un examen d'ingénierie approprié soit complété et documenté. Personne n'a discuté. Le directeur technique a paraphé l'arrêt de travail. Le visage de Stéphanie n'a pas changé, elle se contrôlait trop bien pour ça, mais son stylo a cessé de bouger. Jensen a dit quelque chose sur le fait de garder les choses efficaces. Je lui ai dit que l'efficacité et la conformité ne sont pas mutuellement exclusives, elles nécessitent juste la bonne chaîne d'approbation. Les représentants syndicaux ont écrit quelque chose dans leur carnet. La réunion a continué. Ce que j'avais réellement fait, c'était de mettre au dossier, horodaté, et avec témoins, le fait suivant, la chaîne d'approbation restructurée de Jensen violait les réglementations de l'État. Juste un ingénieur ennuyeux citant un manuel. Rien à voir ici. Un soir, durant cette période, je suis tombé sur Jensen dans le garage après le spectacle tardif. Juste nous deux, et l'écho de nos pas sur le béton. Il s'est arrêté et s'est tourné. Il essayait un peu trop fort d'avoir l'air décontracté. Dexter, ce nouveau moteur sur la plaque tournante principale fonctionne selon les spécifications? Variation de 2% sur l'accélération dans les tolérances? Bien. Il a hoché la tête. Le spectacle a l'air carré. Il n'a jamais aussi bien tourné depuis des mois. Ton travail. Il a fait une pause. Il a laissé le compliment se poser. Puis, le pivot. J'entends quelques préoccupations de la régie concernant les délais sur les approbations d'ingénierie. Rien de majeur, juste l'impression que les choses goulaient un peu. Et avec la révision du contrat qui arrive, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est que l'équipe des opérations voit des retards dans le pipeline. C'était là, emballé dans un langage d'entreprise et un ton raisonnable. Signe plus vite. Pose moins de questions. Ne devient pas un problème. Mes délais d'exécution sont les mêmes qu'ils ont été depuis 14 ans, ai-je dit. Je sais. Je transmets juste la température de la salle. Il a souri. On est tous dans la même équipe, non? Le spectacle avant tout. Il m'a souhaité une bonne nuit et s'est dirigé vers sa voiture. Lisse. Si je n'avais pas déjà vu les logs, j'aurais peut-être vraiment culpabilisé à propos de mes délais d'approbation. Il était fort à ce point. En marchant vers mon camion, j'ai pensé à quel point il serait facile de le confronter là, tout de suite. Je suis monté dans mon camion, j'ai conduit jusqu'à la maison, et j'ai ajouté une autre entrée au dossier de preuve. Comme tous les autres soirs, j'ai déposé la plainte interne à la date que j'avais marquée. 27 pages, référencées et indexées. Chaque journal de badge, modification de séquence, mémo de chaîne d'approbation et divergence de gréement que j'avais collecté le mois passé, plus mes alibis vérifiés pour chaque entrée non autorisée dans la cabine. Déposé via le portail de conformité du complexe, qui a automatiquement mis en copie l'audit interne, les RH, le juridique et le VP des opérations. Numéro de dossier dans l'heure. Enquête formelle d'ici la fin de la journée. L'équipe d'enquête interne du Méridien a agi vite, comme toujours quand une exposition réglementaire était en jeu. En une semaine, ils avaient interrogé le directeur technique, extrait une analyse indépendante des journaux de badge, et assigné le fournisseur du système d'automatisation pour obtenir la piste d'audit complète. Jensen a découvert l'enquête un jeudi. Je le sais parce que j'ai vu la couleur quitter le visage de Stéphanie pendant une réunion de production, quand l'assistant du VP des opérations est entré et a demandé à Jensen de sortir pour une question de conformité. Il a disparu pendant 2 heures. Quand il est revenu, il est allé directement dans son bureau et a fermé la porte. Le téléphone de Stéphanie a commencé à vibrer. Elle s'est excusée de la réunion et n'est pas revenue. Ce soir-là, Stéphanie est rentrée dans l'appartement qu'elle pensait que nous partagions encore, et a trouvé la moitié du placard vide. Mes étagères d'atelier vidées, la chambre d'amis où je gardais mes dossiers de documentation dépouillés jusqu'aux meubles nus. J'avais déménagé le reste de mes affaires cet après-midi-là. Elle m'a appelé 9 fois. J'ai répondu à la 10e. Où sont tes affaires? Sa voix était tendue, contrôlée, mais à peine. Au garde-meuble. Avec des années de confiance mal placées. Dexter, s'il te plaît. Quoi que tu penses qu'il se passe, je ne pense rien, Stéphanie. J'ai des journaux de badge montrant que tu as accédé à ma cabine 3 fois en utilisant une dérogation de superviseur alors que j'étais hors site. J'ai des modifications de séquences horodatées sous mes identifiants que je n'ai pas faites.
J'ai la restructuration de la chaîne d'approbation que Jensen a mise en place pour écarter l'ingénierie des validations de sécurité. Et j'ai une plainte de 27 pages déposée auprès de l'audit interne depuis lundi. Silence. Quand elle a parlé à nouveau, les larmes avaient disparu. Sa voix est devenue plate. Froide. La vraie Stéphanie. Si tu m'avais juste parlé d'abord, on aurait pu gérer ça sans impliquer toute l'entreprise. Et voilà. Son premier instinct était le contrôle des dommages. Même maintenant, avec les murs qui se resserraient, elle calculait qui savait quoi et comment limiter son exposition. Le nom de mon avocat est sur les papiers. Attends-toi à un appel lundi. Elle a essayé le scénario après ça. Les larmes sont revenues. Ce n'est pas ce que tu crois. Jensen m'a mis la pression. Une gamme impressionnante. Je lui ai dit que les journaux de badge la montraient accédant volontairement à la cabine d'automatisation à plusieurs reprises pour modifier des systèmes de sécurité critiques sous mon identifiant. Ce n'est pas de la pression. Elle a demandé si on pouvait parler en personne. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dire qui ne serait pas mieux géré par des avocats. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, je suis resté assis dans mon camion dans le garage pendant 10 minutes avant d'entrer. Passer devant Stéphanie dans le couloir de production donnait l'impression de traverser une scène devant un public hostile. Elle a essayé de capter mon regard. J'ai regardé droit devant, j'ai badgé pour entrer dans la cabine, et j'ai commencé mes vérifications pré-spectacle. Spectacle de 8 heures, comme tous les autres soirs. Le coup suivant de Stéphanie était plus intelligent que je ne l'espérais. La femme était passée d'assistante de production à régisseuse en 4 ans, elle n'y était pas arrivée en étant évidente. Au cours des jours suivants, elle a commencé à dire à des collègues qu'elle était, inquiète pour Dexter, que j'avais été très renfermé ces derniers temps, obsessionnel sur la documentation, difficile sur les approbations. Elle présentait ça comme de l'inquiétude. Épouse aimante, mari troublé. Semer des graines pour que si l'enquête se transformait en « parole contre parole », il y ait un cœur de gens prêts à dire que Dexter avait été erratique. Le problème, c'est que sa stratégie nécessitait que les gens ne comparent pas leurs notes. En une semaine, 3 collègues différents avaient mentionné indépendamment à Sal que Stéphanie était vraiment inquiète pour Dexter. Et Sal a fait remarquer à chacun d'eux qu'en 14 ans, personne ne m'avait jamais décrit comme erratique, renfermé ou difficile. Mais avant que son récit ne meure, il est parvenu au directeur technique. Il m'a pris à part pendant une pré-show, et m'a demandé si j'allais bien. Il a dit qu'il avait entendu dire que je traversais une période difficile. L'expression sur son visage disait qu'il vérifiait si j'étais assez stable pour diriger le spectacle ce soir-là. 14 ans d'opérations impeccables, et on me demandait si j'avais besoin d'un jour de congé pour santé mentale parce que ma femme avait passé une semaine à chuchoter. Je lui ai dit que j'allais bien et j'ai assuré le spectacle, mais j'ai senti le coup. Lors de la réunion de production suivante, Stéphanie était contrôlée, parcourant ses notes avec la même efficacité que toujours. Mais sa main tremblait quand elle tournait les pages, et elle n'a jamais regardé une seule fois ma section de la table. Jensen était l'opposé plus bruyant que d'habitude, faisant des blagues, lâchant des références au renouvellement de contrat comme si c'était déjà dans la poche. Un homme dont toute la vie professionnelle était sur le point d'être passée à la déchiqueteuse, parlant de projections budgétaires sur 3 ans. Il fallait admirer l'engagement dans le rôle. L'enquête s'est élargie au cours des semaines suivantes. L'équipe d'audit a découvert que la restructuration de la chaîne d'approbation de Jensen avait été faite sans l'autorisation du VP des opérations. Une faille de conformité qui violait l'accord d'exploitation du complexe avec l'État. 3 modifications de sécurité que Stéphanie avait approuvées sans examen d'ingénierie ont été signalées comme non conformes. L'incident évité de justesse a été reclassé de « dysfonctionnement d'équipement » à « modification système non autorisé », déclenchant un signalement obligatoire à l'État. Jensen a engagé un avocat. Stéphanie en a engagé un autre. Aucun d'eux ne pouvait défaire ce que j'avais déjà mis en jeu. L'inspection de l'État est arrivée pile à l'heure, 4 semaines après mon dépôt de plainte. La division des relations industrielles du Nevada ne plaisante pas avec la sécurité des lieux de divertissement. Leur inspectrice a passé 3 jours dans le bâtiment, et au moment de son départ, elle avait une pile de conclusions qui rendait la conversation sur le renouvellement de contrat de Jensen très différente de celle qu'il avait prévue. 4 citations. 2 pour les modifications d'automatisation non autorisées. 1 pour la restructuration de la chaîne d'approbation ayant créé une faille de sécurité non surveillée.
Une pour défaut de signalement de l'incident évité de justesse via les canaux réglementaires appropriés dans les délais requis. L'équipe juridique du complexe n'était pas ravie. Le rassureur l'était encore moins. Il s'avère que les gens qui calculent vos primes de responsabilité s'intéressent vraiment quand ils découvrent que quelqu'un a modifié vos systèmes de sécurité en douce. Le comité de renouvellement de contrat s'est réuni la semaine suivante. Jensen est entré en s'attendant à présenter sa proposition sur 3 ans. Au lieu de cela, le VP des opérations, le conseiller général du complexe et 2 représentants de l'assurance l'attendaient avec les conclusions de l'inspection de l'État, le rapport d'audit et ma plainte originale. Son renouvellement a été refusé. Contrat résilié avec un préavis de 30 jours. Violation substantielle des protocoles de sécurité opérationnelle. Pas d'indemnité au-delà du minimum, pas de lettre de recommandation, juste un carton, une escorte jusqu'au parking, et une réputation qui le suivrait dans chaque réunion de production de la ville. J'étais dans la cabine en train de faire les vérifications pré-spectacle quand la sécurité a fait traverser le couloir de production à Jensen pour la dernière fois. Je l'ai vu à travers la vitre de la cabine, lui portant un carton d'archivage, un agent de sécurité un demi-pas derrière. Le couloir était vide parce que le mot s'était répandu, et tout le monde avait trouvé quelque part d'autre où être. Il s'est arrêté devant la porte de la cabine d'automatisation, à regarder à travers la vitre. Nos yeux se sont croisés. Il a posé le carton, ouvert la porte de la cabine et est entré à moitié. L'agent de sécurité a mis une main sur le cadre de la porte derrière lui. Jensen l'a ignoré. « Tu aurais pu venir me voir », a-t-il dit. Même maintenant, portant un carton avec la sécurité dans son dos, il jouait encore la comédie. On aurait pu arranger ça. Entre professionnels. On est en train d'arranger ça, ai-je dit. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. L'État du Nevada, votre assureur et le conseiller juridique du complexe sont en train d'arranger ça en ce moment même. Professionnellement. Le masque a glissé juste une seconde. Puis, il a ramassé son carton et a continué à marcher. L'homme qui avait passé 3 ans à être la voix la plus forte dans chaque pièce a quitté le bâtiment dans un silence complet. J'ai fini mes vérifications pré-spectacle. Top 1 vérifié, top 2 vérifié. Le spectacle a commencé à 8 heures, comme toujours. Le licenciement de Stéphanie est arrivé 2 jours plus tard. Motifs différents, accès non autorisé à des systèmes restreints et falsification d'approbation d'ingénierie mais même résultat. Escorté dehors, badge désactivé. Son équipe de régie a été confiée à l'assistant, qui couvrait discrètement les absences de Stéphanie depuis des mois. Le syndicat a déposé un grief séparé au nom de l'équipe de gréement. La documentation de salle établissait que ces gréeurs avaient travaillé dans des conditions auxquelles ils n'avaient pas consenti. Le complexe a réglé l'affaire rapidement, mais l'accord incluait une note permanente dans les dossiers personnels de Jensen et de Stéphanie. J'ai dirigé le spectacle le soir suivant le licenciement de Jensen comme n'importe quel autre mardi. Les porteuses bougeaient là où elles étaient censées bouger, s'arrêtant aux marques que j'avais programmées. Salle est montée à la cabine après le spectacle, s'est tenu dans l'encadrement de la porte, et n'a rien dit pendant 1 minute. Puis il m'a dit que l'équipe s'était cotisée pour m'acheter une bouteille de sauce piquante de luxe. Apparemment, quelqu'un leur avait dit que j'aimais ça, et elle m'attendait dans le loft de gréement. Je lui ai dit que l'équipe n'avait pas besoin de faire ça. Il a haussé les épaules et a dit qu'il le voulait. Puis il m'a serré la main et est rentré chez lui. Le divorce a été simple. Stéphanie ne s'est pas battue. Son avocat avait vu les preuves et lui avait conseillé de ne rien contester. Nous avons partagé les comptes joints. J'ai gardé mon camion, mes outils, mes économies. Pas de bien immobilier à diviser. La location était à nos 2 noms, et nous avons tous les 2 quitté les lieux. Signé en 6 semaines. 3 ans de mariage, 6 semaines pour dissoudre. Apparemment, l'engagement a une date de péremption, et personne ne vous le dit quand vous signez. La chute de Jensen a continué au ralenti. Le mot a circulé à travers le réseau de producteurs et directeurs techniques qui dirigent chaque spectacle sur le strip, pas sur les réseaux sociaux, juste des conversations privées et des réunions de comités d'embauche, le genre de dégâts dont on ne peut pas se sortir avec des relations publiques. Il a postulé dans 2 autres divisions de production de Complexe, aucune ne l'a rappelé. Aux dernières nouvelles, il était consultant pour une compagnie de théâtre régionale à Reno. De tête d'affiche du strip aux réunions budgétaires de théâtre communautaire.
Le producteur exécutif, intouchable, s'est avéré très touchable une fois que les bonnes personnes ont touché au bon dossier. Stéphanie a atterri dans une plus petite boîte de production faisant des événements d'entreprise, des salons, des lancements de produits, un univers loin de la régie d'un spectacle réside du strip. Elle a essayé de me contacter 2 fois via des collègues communs au Méridien. Les 2 fois, le message était une version de vouloir expliquer son côté. Les 2 fois, j'ai décliné. Il n'y a aucune version de « j'ai volé tes identifiants pour modifier des systèmes de sécurité tout en couchant avec ton patron » qui nécessite une réfutation. 6 mois après le dépôt de plainte, j'étais toujours au Méridien. Ça a surpris certaines personnes. Ils s'attendaient à ce que je parte. Nouveau départ, coupure nette, tout le récit habituel. Mais j'avais passé 14 ans dans ce bâtiment. Je connaissais chaque circuit et chaque panneau, chaque passage de câble derrière chaque mur, chaque bizarrerie de chaque moteur qui déplaçait chaque élément de décor sur cette scène. Je n'allais pas m'éloigner de ça parce que 2 personnes avaient essayé de l'utiliser contre moi. La nouvelle VP divertissement du complexe m'a rencontré lors de sa première semaine. Elle avait lu le dossier d'enquête, m'a demandé ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit, rétablissez la chaîne d'approbation d'ingénierie originale, auditez chaque modification de la période compromise, et mettez à niveau la cabine avec un accès biométrique. Elle a approuvé les 3 dans la semaine. Le spectacle a mieux fonctionné après ça. Pas parce que Jensen était parti, le nouveau producteur était compétent, mais prudent, il fonctionnait mieux parce que personne ne trafiquait les systèmes entre les spectacles. Sal m'a dit que ses gars dormaient mieux. Plus besoin d'arriver et de trouver des charges changées pendant la nuit. Plus besoin de se demander si les marques de hauteur allaient correspondre à ce que le système d'automatisation attendait. 3 mois après l'arrivée de la nouvelle VP, le complexe a créé un nouveau poste, directeur des systèmes de spectacle et de la conformité de sécurité, et me l'a offert. Ce que ça signifiait en pratique, je signais désormais chaque modification d'automatisation et de gréement à travers les 3 lieux de production du complexe. Pas seulement le spectacle réside, tous. Plus de changements contournant mon bureau. Plus de découvertes après coup que quelqu'un avait altéré mes systèmes. J'ai accepté. Le salaire était correct. L'autorité était la partie qui comptait. Rachel m'a dit plus tard que le poste avait été créé spécifiquement à cause de l'enquête. L'équipe juridique du complexe a recommandé un changement structurel pour empêcher le genre de manipulation de chaîne d'approbation que Jensen avait réussi. 27 pages de documentation, et l'organigramme a bougé. La dernière pièce est tombée discrètement. 6 mois après leur licenciement, les noms de Jensen et de Stéphanie ont été rattachés aux citations de l'État dans les dossiers de conformité du Nevada. Le genre de choses qui remonte chaque fois qu'un lieu tire un historique de licence ou effectue une vérification des antécédents lors d'une embauche. 2 annotations dans un système d'État qui les suivrait chaque fois qu'ils postuleraient pour un poste nécessitant une surveillance de sécurité. Silencieux, permanent, le genre de choses qu'on ne peut pas justifier dans un entretien. Une fois que tout s'est tassé, la vie est devenue plus calme. J'ai emménagé dans un 2 pièces à Henderson avec un garage que j'ai converti en atelier. J'ai commencé à prendre des contrats de conseil en automatisation pour des lieux plus petits en ville, théâtre communautaire, dîner-spectacle sur Frémont. De petits boulots, mais satisfaisants. C'étaient des gens qui appréciaient la compétence parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de gaspiller de l'argent sur des erreurs. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant, je n'en étais pas proche, juste pas pressé. Tout le reste pouvait attendre. Sal m'a invité à la quinceañera de sa fille quelques mois après que tout se soit réglé. 3 heures de nourriture incroyable et 60 personnes remplissant une salle louée. Sur le chemin du retour, j'ai pris le chemin long par le strip, passant devant l'enseigne du Méridien brillant contre le ciel du désert. Le spectacle tournait rond.